Alors, après avoir reçu Sophie Gauthier, de l'association Stop à l'urbanisme agressif aux vignettes, je reçois Philippe Gardiol de la DEV. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, ancien élu à Vitrolles, mais très ancien, hein, 2011, donc ça commence à dater. Ancienne dans l'équipe, donc, et puis qui reprend un peu du service au niveau associatif. Donc avec cette association la DEV, vous en êtes le président, mais le combat contre les avions est un peu dépassé, vous êtes sur autre chose. Le combat contre les avions, il est dépassé malheureusement, parce que les survols continuent. Mais on a appris quand même ces dernières années que les avions, il fallait qu'ils passent quelque part, et qu'on n'est pas taillé pour lutter contre les compagnies aériennes, pour lutter aussi contre les autres mers, parce que chaque fois qu'on veut dévier une trajectoire, mais ça veut dire que des villes qui n'étaient pas impactées vont le devenir, et du coup c'est un combat qu'on n'est pas capable de mener, et qu'on est d'autant moins capable de mener que la municipalité ne nous aide pas. Il faut quand même savoir qu'un élu de Vitrolles siège normalement à la commission consultative de l'environnement de l'aéroport, et que cet élu n'y est jamais. C'est-à-dire que la commune n'est jamais représentée dans les réunions de la commission consultative de l'environnement. À l'époque où moi j'étais élu, j'y siégeais, et Guy Aubineau venait s'inviter pour défendre les dossiers. Aujourd'hui, nous sommes laissés totalement à l'abandon, et nous essayons de faire entendre notre voix. Mais ce n'est pas un combat qu'une association seule peut gagner. Il faut le soutien des élus politiques. Nos élus sur les dossiers importants, ils siègent nulle part, parce que je me souviens de l'épisode de la délégation de service public donnée par la CPA de Marie Joassin à l'époque. Les élus socialistes de Vitrolles ne s'étaient même pas déplacés pour aller voter. Alors que s'ils avaient défendu l'intérêt général des Vitrollais, ils seraient bien sûr allés voter contre cette délégation de service public. C'est un des problèmes qu'on subit régulièrement sur la ville, et c'est ce qui nous a amené à la DEV à vouloir intégrer cette dimension de démocratie participative. C'est-à-dire qu'à travers ce mot, cette expression qui veut tout dire et rien dire, le but c'est quoi? C'est que les habitants se prennent en charge. Nous avons des élus qui ne nous écoutent pas, qui ne nous entendent pas, qui ne nous représentent plus. Donc soit on râle, soit on baisse les bras, soit on se bouge. Le choix qu'on a fait, c'est d'arrêter de râler, d'arrêter d'être en colère, d'arrêter d'être passif, mais de devenir actif. Puisque nos élus ne nous représentent pas comme nous on le souhaiterait, eh bien il faut qu'on crée un rapport de force au niveau des habitants pour nous faire entendre et les obliger à faire leur boulot. Qu'en face, on a l'impression d'être dans une entreprise finalement, où on a un maire qui soi-disant consulte, on le voit dans le problème des entrepôts de l'aéroport, il vient à la maison de quartier soi-disant pour de la concertation, pour consulter, il écoute donc les habitants, puis il fait comme il veut. C'est un peu comme l'employeur qui consulte le comité d'entreprise et qui ne tient pas compte de l'avis du comité d'entreprise, il fait ce qu'il veut. Alors c'est intéressant cette analogie avec l'entreprise, parce que le modèle qu'on a choisi pour essayer de se structurer, c'est le modèle du syndicat, justement. C'est-à-dire que quand vous êtes seul dans votre entreprise, vous êtes incapable de vous faire entendre, vous êtes incapable de faire progresser vos revendications, vos attentes, défendre votre intérêt. Mais à partir du moment où vous vous regroupez, vous devenez plus fort. C'est-à-dire, le dicton « l'union fait la force », il est d'actualité plus que jamais. Donc ce que nous, on essaye de proposer aux Vitrollais, et là où on essaye d'avancer, c'est justement de créer un syndicat des habitants de Vitrolles. C'est-à-dire, arrêtez de vous plaindre seul dans votre coin, vous n'arriverez à rien. Rassemblons-nous et faisons-nous entendre. C'est le même principe, effectivement, qu'une organisation syndicale par rapport à une direction d'entreprise. Alors, puisqu'on est dans la lutte, donc, puisque le syndicat est dans la lutte, dans l'entreprise, quelle est la lutte de la DEV, là, le dossier brûlant en ce moment? Alors, notre idée, c'est qu'il faut créer une dynamique, parce que ce dont on se rend compte, c'est que d'un côté, on a des élus qui confisquent le pouvoir et qui pensent que parce qu'ils ont été élus, ils ont la possibilité de tout faire sans jamais rendre de compte, mais de l'autre côté, on a quand même des habitants qui ne sont pas exempts de tout reproche. C'est-à-dire qu'on a quand même des habitants, et on est tous comme ça, qui ont tendance un peu à lâcher prise, à abandonner, à baisser les bras, à se concentrer sur la cellule familiale, sur leurs petits combats, sur leur vie, et je comprends ça. Mais l'engagement collectif, il s'est perdu. Et on a beaucoup d'habitants qui se comportent un peu comme des clients, c'est-à-dire ils estiment qu'à partir du moment où ils payent des impôts, ils achètent un service, et s'ils ne sont pas contents de ce service, eh bien, au bout de 6 ans, ils changent de fournisseur. Mais c'est pas ça la vie, ça marche pas comme ça. On peut pas tout acheter. Il y a un moment donné où il faut s'investir. Et c'est ça le combat qu'on porte. Ce qu'on veut, c'est créer cette dynamique qui amène les habitants de Vitrolles
à ne plus être des habitants passifs, mais des citoyens actifs. C'est pas très nouveau hein, comme combat, mais c'est le combat éternel qui amène à créer des rapports de force pour que à tout pouvoir corresponde un contre-pouvoir. Il faut qu'on arrive à se faire entendre. Moi, mon tempérament, c'est pas de me lamenter dans mon coin en me disant qu'est-ce que font les élus. Non. Si j'estime que les élus font pas leur boulot, alors je m'organise pour les obliger à le faire. Alors ce qui veut dire qu'il y a une arrière-pensée campagne électorale pour les municipales, là. Non, il n'y a pas d'arrière-pensée. La première pensée qui n'a rien derrière, c'est de créer cette dynamique. Cette dynamique, elle est nécessaire quoi qu'il arrive en 2020. Parce qu'il faut qu'on crée un nouveau rapport entre les habitants et les élus. C'est souhaitable pour les habitants et c'est souhaitable pour les élus. La démocratie, elle doit marcher sur ses deux jambes. La démocratie représentative, il n'est pas du tout question d'enlever au conseil municipal ce que la loi lui donne comme pouvoir, mais une décision, ça ne se prend pas, ça se construit. Ça se construit avec les habitants. Et c'est là que la démocratie participative intervient pour que la démocratie avec un grand D marche sur ses deux jambes et soit enrichie. Donc ça, c'est le premier combat. Après, si en 2020, il y a la nécessité d'amener cette dynamique au pouvoir municipal, on verra. Mais aujourd'hui, c'est pas notre combat. Progressivement, il faut y aller progressivement. La première chose, c'est réveiller un petit peu les consciences autour de deux sentiments, hein, l'envie et la confiance. L'envie, c'est-à-dire qu'il faut redonner aux habitants l'envie de s'engager pour leur ville. Et puis la confiance, c'est la confiance que donne le nombre. C'est-à-dire quand on se rassemble, quand on échange, quand on discute entre nous, on se rend compte que des idées sortent et qu'on est plus costaud. À partir du moment où on arrive à réanimer ces deux envies, alors les choses sont possibles. Et ce qui se passera en 2020, soit on aura une municipalité qui aura compris le message, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui, mais elle aura compris le message, elle portera ce message, elle donnera des gages, des preuves qu'elle a intégré ça dans sa manière de gérer, et le combat ne nous regardera pas, soit elle ne comprend pas, et à ce moment-là, il faudra que nous, ce combat, on s'y engage. Pour être dans l'actualité, on vous sent en marche. Voilà, mais avec une grosse différence avec Macron, c'est que Macron, je respecte totalement les opinions, c'est des gens que ça fait vibrer, c'est pas un souci. Macron, c'est quoi? C'est j'ai un projet, que vous soyez de droite, de gauche ou d'ailleurs, venez défendre ce projet. Nous, on fait autre chose. On dit, on a des problèmes, qui que vous soyez, si vous subissez les mêmes problèmes, venez nous apporter vos solutions et mettons nos solutions en commun. C'est la grosse différence. Et je crois qu'elle est essentielle parce que nous, on essaye de construire ensemble. Vous savez, les partis politiques ont tendance à regrouper tous ceux qui pensent la même chose. Et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est le contraire. C'est rassembler tous ceux qui ne pensent pas la même chose, mais qui subissent les mêmes problèmes pour essayer de trouver des solutions qui concernent l'intérêt général. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire 5 cerveaux qui ne pensent pas la même chose sont en général plus efficaces qu'un cerveau qui pense tout savoir. Alors, entre Sophie Gauthier, que j'ai reçue il y a une dizaine de jours, et vous, il y a une lutte en commun, c'est la lutte dans le cadre de l'urbanisation de la ville de Vitrolles, avec cette folie du béton qu'a la mairie depuis une dizaine d'années maintenant. On ne comprend pas bien où ils veulent aller, on ne comprend surtout pas bien pourquoi ils veulent faire du neuf à des endroits où on pourrait avoir un peu un poumon vert de cette ville, alors que tout le long de la zone industrielle, il y a des endroits à réhabiliter et qui seraient très bien pour y mettre des logements. Et vous aussi, dans les quartiers sud, vous avez le même souci. Exactement, c'est-à-dire qu'au début, on a travaillé sur le quartier. Et puis, on a rencontré Sophie Gauthier et on s'est rendu compte que ce n'était pas un problème isolé, ce n'était pas un problème qui concernait le quartier, c'était un problème qui concernait la ville, que c'était une manière de gérer la ville. C'est-à-dire de prendre, ce que je disais tout à l'heure, des décisions dans un bureau, de penser qu'on a des certitudes, qu'on a la vérité, et que cette vérité doit s'imposer aux habitants. Et donc, on s'est mis ensemble, on a travaillé ensemble, parce qu'on était victimes des mêmes problèmes. C'est l'illustration de ce que je disais précédemment, c'est-à-dire, on ne pense pas forcément la même chose, et à la limite, on s'en fout, mais on est confronté aux mêmes problèmes, et donc on travaille ensemble pour essayer de trouver des solutions à ce problème. Alors vous qui avez été élu,
Comment on peut arriver à cette analyse-là de dire il faut absolument créer des logements neufs, créer du béton dans cette ville? Quel est le fil directeur qui les amène à réfléchir comme ça? Dans le meilleur des cas, c'est une absence de vision. Dans le pire des cas, c'est un intérêt financier. Je dis ça, je n'accuse rien, je n'accuse personne, je n'ai de preuve de rien. Je dis simplement que l'histoire nous a appris que lorsqu'il y avait des gros chantiers, lorsqu'il y avait des avenants qui arrivaient comme ça, il y avait des risques de détournement d'argent. Donc il y a deux solutions. La solution optimiste, que je privilégie, qui est celle de l'incompétence et de l'absence de vision. Et puis il y a la solution pessimiste, à laquelle je ne veux pas croire tant que je n'ai pas de preuves. Et vous pensez qu'on peut être incompétent au point de vouloir faire d'une ville comme Vitrolles un équivalent de d'Amarie-Lélis, Évry, Cergy-Pontoise, où on voit que ça a été une série d'échecs? Malheureusement, je le pense. Malheureusement, je le pense. L'incompétence existe. J'allais dire, elle existe, je l'ai rencontrée. Donc oui, je n'exclus absolument pas que ce soit une absence de vision. Et le problème, c'est quand vous gouvernez tout seul. Quand vous gouvernez tout seul, vous êtes soumis à des pressions des promoteurs, des pressions des propriétaires qui ont envie de faire une bonne affaire financière en vendant à des promoteurs. Et vous pouvez partir d'un bon sentiment qui est, il y a un problème de manque de logement sur Vitrolles, ouvrons des zones à l'urbanisation et créons des logements. Et si vous manquez de vision, vous vous arrêtez là. Et les promoteurs se chargent du reste. Je prends un exemple. Sur Lidl, par exemple, dans les quartiers sud, là, le programme immobilier sur lequel on a essayé de travailler, le maire nous dit, moi, je n'ai rien à faire sur ce projet, c'est un projet privé, donc je ne peux rien faire. Ce qui est fabuleux d'ailleurs, parce qu'il faudra quand même expliquer aux gens qu'on vote pour des gens qui nous expliquent qu'ils ne peuvent rien faire. C'est assez intéressant comme ils ne peuvent rien faire à part modifier les PLU, parce que là quand même, c'est lui qui le fait, et donner les permis de construire. À part ça, il ne peut rien faire. Voilà. Et moi, on ne me fera pas croire qu'un maire n'a pas une capacité d'influence sur un promoteur. Sinon, il faut nous expliquer que la ville se développe par la volonté des promoteurs et plus de nos élus. Il faut qu'on nous le dise, ça. Bien que, pour avoir discuté avec des gens qui sont dans ce milieu-là, le promoteur a toujours raison et a toujours les moyens de trouver les terrains quand il le veut vraiment. Et le promoteur gagne toujours. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en septembre 2016, on a rencontré le maire pour la première fois dans le cadre de l'ADEF pour travailler sur ces logements. Et sa réponse, ça a été « Je reconnais que j'ai peut-être été un peu naïf en ouvrant un certain nombre de terrains à l'urbanisation. Et donc, je ne m'attendais pas à ce que, je cite, à ce que les promoteurs travaillent aussi vite et aussi fort sur ces terrains. » Et c'est là qu'on se dit... Naïf et incompétent, donc. On cumule. Ça fait peur, quoi. Parce que un maire qui ouvre des terrains à l'urbanisation et qui dit « j'ai peut-être été un peu naïf et aujourd'hui il y a des conséquences que je ne maîtrise pas », c'est inquiétant. Ça, c'est de l'incompétence. Donc de deux choses l'une, ou il est incompétent, cette équipe est incompétente, elle le reconnaît et on a un gros problème, ou quelque chose d'autre se cache derrière, et le fait même de cacher ça en faisant croire qu'on est incompétent pose un énorme problème aussi. Dans tous les cas, moi je suis désolé, on ne peut pas prendre des décisions aussi importantes que le vote d'un plan local d'urbanisme sans anticiper les conséquences. Qui peut penser raisonnablement que si on ouvre des terrains à l'urbanisation, des promoteurs ne vont pas venir faire des propositions intéressantes à des propriétaires qu'ils ne pourront pas refuser parce qu'il y aura un effet d'aubaine formidable et vont essayer de rentabiliser au maximum l'achat de terrain en densifiant un projet immobilier. C'est plus l'incompétence, là, c'est carrément un manque de lucidité qui est grave. Donc, quel que soit le diagnostic qu'on fait, de toute façon, c'est un problème. Alors, votre vision pour les prochaines municipales, parce que quand même, le temps passe très vite. On vient de se rendre compte que déjà, ça fait 6 ans que vous n'êtes plus dans les équipes, donc on voit que le temps passe très vite. Votre diagnostic, vous, pour les prochaines municipales, si on devait démarrer maintenant, et pour dire, tiens, le changement, ça pourrait être pas maintenant, mais c'est 2020, dans 3 ans, comment vous organiseriez aujourd'hui? Moi, je pense que le temps est venu pour que
on arrête de diviser les vitrolets et qu'on essaye de se rassembler pour défendre une vision de vitrole. C'est-à-dire ce qu'on appelait avant les listes d'intérêt communal. Les partis, il y a des cycles dans la vie. Il y a eu un cycle il y a une trentaine d'années où l'engagement était fort, où on avait des partis de masse, où les partis politiques arrivaient à mobiliser les citoyens. Et puis progressivement, on est passé à une société plus individuelle, où les gens se sont repliés sur leur petite structure, la structure familiale, sur la tribu, sur le travail, etc. et ont délaissé l'engagement collectif. Et les partis politiques, eux, ont continué, et je dirais, ont bénéficié de ce désintérêt des citoyens. Ils ont pu faire leurs petites affaires dans leur coin, tranquillement, sans que personne ne leur demande de compte. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un troisième cycle, dans un autre cycle, où les partis politiques ne font que diviser les gens, où les partis politiques ne regroupent que les gens qui pensent la même chose, et qu'aujourd'hui, la solution, c'est de faire travailler ensemble des gens qui pensent différemment. Je crois profondément à ça, je crois profondément à la nécessité de rassembler toutes celles et tous ceux qui ont envie de travailler pour leur commune, pour leur ville. Je ne dis pas que c'est possible au niveau national, je pense que les partis politiques ont encore des choses à faire et à dire au niveau national, mais au niveau local, on se rend compte que la quasi-totalité des problèmes auxquels on est confronté sont des problèmes qui nécessitent un engagement, une vision, de la compétence et de la bonne volonté. Ce que vous dites fonctionne déjà très bien dans des villes de moins de 5000 habitants, par exemple. Comment on peut l'adapter à une ville de presque 40 000? C'est quand même plus compliqué. En créant cette dynamique dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est pour ça que je ne crois pas une seconde à la réussite d'une liste qui viendrait de nulle part et qui, 6 mois avant les élections, nous expliquerait que, ça y est, eux détiennent une forme de vérité. Je pense qu'il faut partir du bas, c'est-à-dire de moi, des habitants, de nous. Il faut créer cette dynamique, il faut créer cette habitude à se saisir des problèmes, il faut créer cette envie, cette confiance. Et à partir du moment où des gens, dans leur diversité, auront pris l'habitude de travailler ensemble pour l'intérêt général, pour leur quartier, pour leur commune, alors peut-être la question de passer à la dimension supérieure qui est celle de créer une liste se fera naturellement. Soit elle se fera naturellement et elle aura une chance de réussir, soit c'est une construction artificielle qui n'aura aucune chance de gagner. Donc c'est pour ça que je dis 2020 ne m'intéresse pas plus que ça. Ça m'intéressera le moment venu en tant que citoyen. Mais ce qui m'intéresse, c'est de créer les conditions pour que quelque chose d'un peu neuf émerge. Moi, je suis un peu comme le philosophe Michel Onfray qui dit « Moi, je suis de gauche, mais je préfère une idée intelligente de droite qu'une connerie de gauche. » Je trouve que c'est pas idiot au niveau de la commune. Moi, ce qui me gêne, c'est quand je n'ai pas la possibilité de travailler avec quelqu'un dans lequel je me retrouve, simplement parce qu'il n'est pas de mon camp. Et je suis obligé de travailler avec des gens peu motivés ou peu compétents, simplement parce qu'ils sont de mon camp. Je crois qu'il faut arrêter avec les camps. Il faut juste essayer de rassembler les gens qui ont envie de s'affronter aux mêmes problèmes. Je le dis souvent quand je prends la parole avec la DEV, les immeubles qu'on se prend comme ça, ils sont ni de droite ni de gauche. Qu'on soit de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, les nuisances, on se les prend. Les pollutions, on se les prend. Les problèmes de circulation en ville, quand vous êtes coincé dans l'embouteillage, vous pouvez être de droite, de gauche, du centre ou de nulle part, vous les prenez les embouteillages. Lorsque vous cherchez une place en crèche pour les gamins, que vous soyez de droite ou de gauche, vous n'avez pas de place en crèche. Donc à un moment donné, moi qui suis de gauche et résolument écologiste, je dis qu'au niveau local, la séparation entre droite et gauche doit laisser la place à la séparation entre les gens qui ont envie, qui sont compétents, et ceux qui ne sont pas compétents. Et vous avez échangé avec Mersali, Agara, tous ces gens qui étaient dans l'équipe aussi, qui n'y sont plus aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, ce que j'essaye les gens que j'essaie de rencontrer, ce sont les habitants, ce sont les associations, les CIQ. Aujourd'hui, par exemple, on travaille avec Sophie Gauthier sur Stop à l'urbanisme agressif. On travaille avec Gérard Zemmour d'Arcade 1327. On travaille avec le CIQ des Pinchinades, le CIQ de la ferme de Croze. Voilà, on essaye comme ça de rencontrer des gens et de leur dire travaillons ensemble. Mais je ne pense pas comme vous. C'est ça qui m'intéresse.
C'est ça qui m'intéresse. C'est que vous ne pensiez pas comme moi. Et quand vous essayez de faire une réunion dans une maison de quartier, vous avez la facilité à avoir la salle, ou comme nous, quand on veut faire une réunion à la maison de quartier du bord de l'étang, même s'il n'y a personne dedans, on nous envoie de l'autre bout de la ville pour que les gens ne viennent pas. Le problème qui est, je dirais, encore plus grave que l'incompétence. Parce que là, en tout cas en ce qui concerne la DEV, ce que nous avons constaté depuis un an, c'est que c'est une hostilité, une volonté de nuire. Ça a commencé, la première réunion publique qu'on a voulu tenir, on n'a pas réussi à avoir de salle. Et on a reçu un mail de la direction de la vie associative nous disant dans quelques jours vous avez rendez-vous avec le maire, nous verrons après quelle salle peut être disponible. Sous-entendu, selon les positions que vous prendrez, vous aurez peut-être une salle. Signé par la directrice de la vie associative. Donc un mail extrêmement politique. Donc qui n'a pas été rédigé par la direction de la vie associative. D'accord ? L'ADEV avait un local. Pendant 2 ans et demi, ce local est resté inoccupé, puisque l'ADEV était en sommeil. Et le président de l'ADEV, de l'époque, payait le loyer tous les mois. Et ce même président de l'ADEV, qui était devenu adjoint au maire, délégué à la vie associative, quand nous l'avons rencontré pour lui dire on souhaiterait prolonger la convention d'occupation, nous a dit ah ben non, la commune souhaite faire des économies et veut récupérer le local. C'est-à-dire que de la main droite, l'ancien président de l'ADEV payait le loyer d'un local qui était inoccupé, et lorsque nous avons pris le bureau de l'ADEV, le même qui était de la main gauche adjoint à la vie associative nous a dit ah non, c'est plus possible, on veut récupérer le local. Donc c'est pas un maire, c'est un pharaon qu'on a. Ça, c'était l'adjoint à la vie associative. Le maire ne s'est pas mêlé de ça. Il faut savoir aussi, par exemple, que nous avons été assignés au tribunal par le promoteur et par les propriétaires du terrain dans les quartiers sud, et que quelques semaines avant, je reçois un coup de fil de la vie associative qui me demande le compte-rendu d'une assemblée générale qui a voté pour le nouveau bureau, qui a défini un certain nombre d'orientations. J'étais un peu surpris parce que d'habitude ils travaillent par mail, mais bon, je leur ai envoyé. 3 semaines après, on a retrouvé des extraits de cette assemblée générale dans le document de l'avocat, du promoteur, qui nous expliquait qu'il nous a signé au tribunal. Et quand j'ai demandé à l'adjoint à la vie associative comment c'était possible, la réponse a été on ne maîtrise pas les relations qu'il peut y avoir entre avocats, des fois ils se parlent. Sur la démocratie participative, novembre 2016, nous rencontrons le maire pour une première réunion à laquelle participent Arcade 1327, le CIQ Péchinat, le CIQ Le Croze, l'ADEV, et on fait des propositions très concrètes pour dire voilà, il faut qu'on fasse évoluer ce rapport entre les habitants et les élus. Nous, on a 4 propositions concrètes et on souhaite, nous, faire le boulot. Le maire nous dit je vous demande d'attendre le mois de janvier, il faut que je travaille les délégations, puisque nous souhaitions qu'il y ait un élu délégué à la démocratie participative, c'est-à-dire qu'il n'ait que ça dans sa délégation, pour donner un signe fort de la volonté de la mairie d'aller dans ce sens. Janvier se passe, février passe, mars, nous sommes reçus, aucune réponse. La seule réponse du maire, c'est de nous confier à l'adjoint à la vie associative pour organiser des assises de la participation. Il me répond, c'est pas du tout ce qu'on avait demandé, mais ok, on crée un comité de pilotage et c'est nous qui constituons le comité de pilotage en allant à la rencontre des associations qui veulent en jouer. D'accord, et on se revoit en avril. Avril passe, mai passe, et là, j'apprends que l'adjoint délégué à la vie associative a rencontré Gérard Zemmour, le président d'Arcade 1327, lui a demandé qu'est-ce qu'on voulait, la démocratie participative, qu'est-ce que ça cachait, est-ce qu'on voulait monter une liste pour 2020, et lui a expliqué en substance qu'il ne fallait pas trop travailler avec Gardiol, qui était un revanchard. Mais que dans tous les cas, on se retrouvait en septembre. C'est-à-dire que la première réunion, c'est en novembre 2016, la prochaine est prévue pour septembre 2017. Donc on a des éléments concordants qui montrent, que la municipalité ne veut absolument pas rentrer dans cette logique de démocratie participative, et on a des éléments tout à fait factuels qui montrent qu'il y a une volonté de nuire à l'ADEV. Bon voilà, partant de là, nous, on en tire les conséquences, et on dit, puisque la mairie ne peut pas être un partenaire,
bien, nous allons nous passer de la mairie et nous allons continuer à travailler avec les vitrolets, avec les associations. On va essayer de créer cette dynamique et on va faire ce que je disais tout à l'heure, on va se prendre en charge. La démocratie participative, on va l'inventer, on va la faire vivre, c'est pas un souci, puisqu'il n'y a pas de volonté politique pour faire émerger cette participation citoyenne. Pour conclure, on va ajouter, donc nous avons une mairie qui n'a pas de volonté politique d'animer la démocratie participative, qui est naïve, dixit le maire, et qui est incompétente. Donc je crois qu'il va falloir s'organiser pour les prochaines municipales en 2020. Philippe Gardiol, merci d'être venu nous voir. Merci à vous.